Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Messieurs, c'est à vous. Je le reçois avec plaisir. Soyez le bienvenu, Monsieur le Premier ministre. Merci. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Bonjour. Ce matin, pour lever leur grève, les syndicats de taxi attendent que vous décidiez le gel ou l'arrêt des immatriculations de voitures avec chauffeur. Quelle est votre décision ? Ma décision, c'est avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls et la ministre du Commerce et d'Artisanat Sylvia Pinel d'avoir désigné Thomas Thévenoud, qui est un jeune député socialiste très compétent, comme médiateur. Il a commencé dès la signature de la mission, et a rencontré les taxis. Et puis ce matin, à 9h, nouvelle réunion, nouvelle rencontre. Et après, une décision sera prise. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est... Non, mais quelle est votre décision ? Ma décision sera prise après. Lorsqu'il aura rencontré les organisations syndicales de taxi, et ensuite, je déciderai. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de trouver une solution, parce que ça fait partie de tous ces dossiers dont a hérité mon gouvernement. C'est comme les auto-entrepreneurs et les artisans. L'ancien gouvernement avait mis en place un nouveau statut. Les auto-entrepreneurs, ça pose un problème. Aujourd'hui, il y a une loi avec Sylvia Pinel à l'Assemblée nationale qui est examinée et qui va régler le problème. Là, il s'agit de taxis, artisans, professionnels, qui, pour avoir une licence, payent 200 à 230 000 euros par an. Puis à côté... Nicolas Sarkozy avait mis en place une autre catégorie qu'on appelle les véhicules de tourisme avec chauffeur. Et là, on paye une licence de 120 euros. Alors, évidemment, il y a distorsion de concurrence. Donc, il faut rapprocher les deux systèmes. Et je comprends. Donc, vous cherchez une solution équilibrée. Absolument, pas seulement équilibrée. Et qui ne durera pas... Est-ce qu'il faut penser qu'il y aura un moratoire de 2 mois ? J'attends les préconisations du médiateur. Mais vous avez une idée quand même. Ça ne durera pas longtemps. Vous aurez votre réponse dans quelques heures. Simplement, l'objectif, c'est d'une part de régler ça, les distorsions de concurrence, mais c'est aussi d'améliorer le service aux usagers, parce qu'on sait bien qu'il y a des problèmes pour avoir un taxi aujourd'hui à Paris. Mais pour tous les politiques, Monsieur le Premier ministre, la manière de répondre à la colère des taxis est un test. Votre gouvernement, comme d'autres avant lui, va-t-il céder aux surenchères, au chantage ? Mais c'est même pas la peine de me poser cette question, parce que je connaissais déjà la question à l'avance. C'est ce que vous voulez faire croire. Vous voulez faire croire que c'est un gouvernement qui cède. Mais il cède pas, parce que moi, je ne cède pas aux violences. Je ne cède pas à la rue. Simplement, il y a un problème qu'on m'a légué, excusez-moi, j'en ai plein comme ça, que le précédent gouvernement n'avait pas voulu régler, et c'est avec ça que je travaille. Et en même temps, j'ai une ambition, c'est de réussir le pacte de responsabilité que le président a proposé aux Français. D'ici à la décision sur les taxis, est-ce que vous interdisez, vous demandez qu'il n'y ait pas de blocage en ville et que la loi soit respectée ? Absolument. C'est d'ailleurs pourquoi la police nationale a fait son travail. On ne va pas bloquer la vie de tous les Parisiens alors que le gouvernement est en train d'avancer pour une solution négociée. Et ce matin, vous nous dites qu'un gouvernement de gauche ne peut pas accepter des rentes de situation, pas plus les taxis que d'autres qui ont été dénoncés par la commission Attali, par la Cour des comptes. Est-ce que vous allez réformer puisque vous êtes lancé ? Est-ce que je vais réformer ? Oui. Je fais que ça, monsieur Elkabbach. Non. Les professions réglementées, les huissiers, les greffiers, les juges de tribunaux de commerce, etc. Écoutez, j'écoute Europe 1 et d'autres radios tous les matins et on nous dit ce qu'il faut faire. Mais quand j'écoute Europe 1, on me dit des choses totalement contradictoires. Il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Et puis quand on touche, ah oui, mais pourquoi le gouvernement a changé ça ? Donc, mon travail est difficile. Moi, je veux faire avancer la France, je veux réformer le pays. Et ça ne se fait pas par des oukases. Excusez-moi, ça ne se fait pas par des dictates et par des coups de menton. Ça se fait avec une détermination à régler les problèmes. C'est le gouvernement qui y travaille. J'ai cité le cas des artisans et des auto-entrepreneurs. C'est mon gouvernement qui est en train de régler ces problèmes. Est-ce que vous confirmez et nous le réglerons pour le reste. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement prépare un nouveau décret pour autoriser l'ouverture le dimanche des magasins de bricolage ? Bien sûr. Ça, s'il y a une annulation pour des raisons uniquement de forme, Michel Sapin, le ministre du Travail, a aussitôt fait un communiqué, nous en avons parlé ensemble. Dans quelques jours, le problème sera à nouveau réglé. Quelle sera l'originalité du nouveau et quand il s'appliquera ? Mais ce sera la même chose. Simplement, il y avait un délai qui avait été fixé de durée de ce décret, et c'est ça qu'il faut changer. Et donc, il n'y aura plus de délai, et l'affaire sera réglée. Je rappelle que, par ailleurs, nous avions confié une mission à l'ancien patron de la Poste, M. Bailly, pour travailler sur une nouvelle proposition de loi qui respecte à la fois le repos dominical, mais qui tienne compte aussi des nouveaux modes de vie. Ça, c'est en cours. Que le public en a besoin et oui, que absolument. vous répondrez par un décret. Mais en décret. même temps, il faut respecter les droits des salariés. Le président de la République vous a chargé de mettre en œuvre la grande innovation social-démocrate de 2014, le pacte de responsabilité. Après des débuts prometteurs, il traîne ce pacte, il s'essouffle, il a du plomb dans l'aile. Quand verra-t-il le jour ? Vous êtes extraordinaire, Jean-Pierre Elkabbach. Il a été annoncé quand, ce pacte ? Vous vous en souvenez ? 14 janvier. 14 janvier. Nous sommes le camp, là. Oui. Bon, un mois après, c'est lancé. Moi, je considère au contraire que ce pacte est bien parti.
Alors pour qu'il soit bien parti, qu'il réussisse, parce que c'est de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire en sorte, parce que c'est un choc de mobilisation qu'a voulu provoquer le président de la République, c'est qu'au moment où la croissance repart en Europe et en France, les perspectives sont meilleures pour 2014 qu'elles l'étaient pour 2013. Pour tous les Européens. Je vous rappelle que Moins que pour pendant nous. 5 ans du gouvernement précédent, la moyenne de la croissance en France a été de 0. Nous vivons la plus grande crise depuis les années 30. Donc il faut remonter la pente. C'est au moment où les choses vont mieux. On avait d'ailleurs des bonnes nouvelles ce matin chez Toyota. Il ne faut pas rater la montée dans le train. Donc il faut mettre le turbo. C'est le sens Mais du à qui pacte. vous le dites, il faut mettre le turbo. Je Quelles le sont dis à la les fois au patron, étapes prochaines? Oui, et au je le dis patron. aussi aux représentants des salariés. Il faut là trouver le bon équilibre, le bon compromis. C'est pour ça qu'il faut Mais qui du crée les dialogue. emplois? Qui crée d'abord les emplois? C'est les entreprises. Mais les entreprises, c'est à la fois des chefs d'entreprise et c'est des salariés. Donc il faut Prochaines travailler étapes, ensemble. La prochaines prochaine étapes. étape, le 27 janvier, j'ai reçu les partenaires sociaux. J'ai demandé que dans un délai d'1 mois, Ça ils fait se 15 mettent jours d'accord. perdus encore. Le 28 février, ils se rencontrent, patronat 15 et jours syndicats, perdus. pour voir de quelle façon on peut avancer de façon équilibrée sur les contreparties, parce que la nation va consentir des efforts pour améliorer encore les marges des entreprises pour qu'elles investissent, mais il faut aussi qu'il y ait des perspectives d'emploi, des perspectives de formation, des perspectives de carrière. Et donc, ils vont enfin en discuter Monsieur le 28. Moi, je vais vous dire le calendrier, c'est simple. Moi, mon calendrier, c'est à la fois mettre au point les mesures pour alléger les charges qui pèsent sur le travail. Donc, c'est 10 milliards de plus par rapport aux 20 milliards du crédit d'impôt que les entreprises vont recevoir en mai. C'est pas rien, hein, 4% Mais de moins est-ce que vous du pourriez coût du aller travail. au-delà? Est-ce que vous pourriez aller au-delà? Deuxièmement, le de ces 10 chantier de milliards, la parce qu'on dit remise que à c'est plat insuffisant. de la fiscalité des entreprises pour que la fiscalité des entreprises pèse moins sur la production et davantage sur les résultats et qu'elle s'harmonise avec les Européens. Et puis, les contreparties dont je viens de parler. Le délai, c'est fin mars. Fin mars. Et en avril, le Parlement sera saisi d'un projet, le pacte, mais aussi il sera saisi des trajectoires financières, parce que vous savez qu'on financera tout avec ça l'engagement par des économies. l'engagement de votre 50 responsabilité. milliards, 50 milliards. Le président de la République a dit que c'est le Parlement qui se prononcerait, parce qu'il faut que l'ensemble Et c'est vous-même. l'ensemble de C'est nos l'engagement de la responsables politiques, responsabilité du Premier président, ministre Jean-Marc Premier Ayrault. ministre, Jean-Marc Ayrault. gouvernement, majorité parlementaire, prennent leurs Jean-Marc Ayrault. responsabilités. Est-ce que le président de la République vous a appelé pour commenter l'accueil de Barack Obama et des États-Unis? Mais j'ai eu le président de la République depuis tous les jours Est-ce depuis qu'il est son content? séjour Est-ce aux qu'il va ramener États-Unis. des innovateurs, des investisseurs, de la confiance sur C'est l'état un de la voyage France? extrêmement réussi, je crois, pour les relations franco-américaines. Et puis, il a parlé aux entreprises dans la Silicon Valley. Et ça, c'est très positif. Et puis, dès la semaine prochaine, nous allons réunir ce qu'on appelle le Conseil stratégique de l'attractivité, qui est présidé par le président de la République. Dès dimanche soir, moi, je recevrai à dîner des chefs d'entreprise du monde entier pour leur parler de la marque France, pour leur parler de l'attractivité de la France. Et j'animerai également toute une partie de la journée de lundi un séminaire avec ces représentants des entreprises du monde qui veulent venir investir en France. Moi, j'ai envie qu'on soit patriote, monsieur El Kabbach. J'aimerais qu'on soit fier de la France. Mais je peux vous demander. De temps en temps, c'est bien de dire qu'il y a des choses qui marchent en France. Oui, bien sûr, il y a des marchés, il y a les banques qui ont de très bons résultats, il y a des entreprises, et on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est bien quand vous le dites. Mais pourquoi vous êtes sur les nerfs, là? Je ne suis pas sur les nerfs, c'est vous qui venez de rentrer pas du tout. après quelques jours d'absence. Oui. Et voilà, vous êtes en pleine forme et donc je vous réponds. Merci de le reconnaître. Pierre Gattaz a gâché la fête. Cette nuit encore, le président de la République à San Francisco a ironisé sur son Un petit peu, volte-face. moi aussi je l'avais fait. Oui, quand on fait des déclarations mal comprises, c'est moquer François Hollande, ça conduit toujours à des clarifications. Non, mais écoutez, Est-ce que vous allez effacer mais parce que lundi il y a eu une déclaration et mardi il y en a une autre. Laquelle vous croyez? Qu'est-ce qui est important? C'est que M. Gattaz, qui a un badge là, avec 1 million d'emplois à la boutonnière, et il avait du mal à trouver la date avec les syndicats pour se réunir. Eh bien, il a fixé la date avec les syndicats, c'est le 28 février. Voilà une bonne nouvelle, vous voyez, les choses avancent. Et il faut un peu de patience parfois, mais il faut beaucoup de détermination. Mais est-ce que vous avez pris ce qu'il a dit comme la première déclaration, comme un manque d'élégance, de l'inexpérience ou un coup porté à votre politique? Je tourne la page de ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la réussite du pacte de responsabilité. D'accord, les responsabilité, ça veut dire une ambition collective, pas une ambition individuelle. Il dit qu'il ne veut toujours pas de contrepartie, mais il n'exclut plus, il a dit cette nuit, des engagements chiffrés sur des objectifs. C'était bien d'avoir engueulé. Est-ce que ça vous convient, ça? Mais ça va dans la bonne direction. C'est le succès, moi, que je veux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un rendez-vous au 2014. Quand on parlera de 2014, il faudra qu'on se souvienne que la France a pris le chemin de la croissance et elle a mobilisé
des forces vives du pays. C'est pour ça que je vais vous dire aussi quelque chose, Jean-Pierre Elkabbach. Je trouve l'attitude de l'opposition, notamment du chef de l'UMP, M. Copé, totalement indécente. On voit bien qu'il n'a rien à dire, qu'il ne sait pas comment s'en sortir par rapport à cette proposition de pacte. Alors il essaie de détourner le débat sur des questions secondaires en inventant des fantasmes et pour faire se développer les peurs. Je trouve ça totalement irresponsable par rapport à l'attente des Français. Jean-Marc Ayrault, est-ce que vous avez invité Pierre Gattaz à son retour des États-Unis à venir vous voir avant le 28 pour pouvoir discuter avec lui? On est en contact permanent avec les représentants du patronat. Je rappelle que le patronat, c'est à la fois le MEDEF, mais c'est aussi la CGPME, c'est aussi les artisans. Et je rencontre tous les dirigeants syndicaux, parfois officiellement, parfois officieusement, parce qu'on travaille ensemble. Quand il vous dit il faut arrêter de gérer par la contrainte, ce pacte ne doit pas devenir un pacte de contrainte, est-ce qu'il a raison? Écoutez, une entreprise, c'est pas une administration, c'est pas des ordres qui tombent et puis après il suffit de faire. C'est un écosystème. Mais un écosystème, c'est à la fois les chefs d'entreprise, c'est les salariés, c'est les ingénieurs, c'est des cadres, c'est des ouvriers, c'est des techniciens. Enfin, c'est une communauté. Et donc les choses, plus les carnets de commandes s'amélioreront, donc d'où l'importance de ne pas rater le rendez-vous de la croissance, plus les perspectives s'amélioreront, notamment en termes d'embauche et de qualité du travail et de formation professionnelle. Vous demandez au MEDEF de ne pas être responsable de l'échec. Oui, je demande à tous de prendre leurs responsabilités pour que ça marche. Ça, c'est ce qu'attendent les Français. Les Français ont eu une bonne perception de l'annonce du président de la République à l'occasion de ses vœux et aussi le 14 janvier à la conférence de presse. Et ils veulent que ça réussisse. Donc, ils ne pardonneront pas ceux qui jouent perso ou qui jouent leurs petites affaires, leurs petits intérêts. À la gauche du PS et à la gauche de la gauche. J'étais au séminaire du Parti Socialiste lundi. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour convaincre. Il y a des questions, c'est normal. Mais je ne vois pas comment on pourrait se mettre en dehors de cette perspective de réussite collective, c'est-à-dire la réussite de la France. C'est là-dessus qu'on sera jugé. On sera jugé sur les perspectives d'amélioration de l'emploi, de faire reculer durablement le chômage dans notre pays. Le président de la République et vous-même annoncez un effort sans précédent d'économie de 50 milliards d'ici à 2017 en 3 ans. La Cour des comptes prévoit que c'est possible, même si les 50 milliards sont insuffisants. Où vous allez trouver les 17 milliards par an? On travaille à ça et je vous ai donné le calendrier en avril. Il y a 3 parties dans la dépense publique. Il y a l'État, les ministères, donc la discussion a déjà commencé ministère par ministère avec Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Il y a la sécurité sociale, et puis il y a les collectivités locales. Donc chacun participera, contribuera, mais pas en coupant brutalement, en engageant des réformes de structure. Je pense par exemple au parcours de soins, le développement de la politique du médicament, la politique de l'ambulatoire. Donc il y a des économies à faire en matière de dépenses sociales. Il y a des économies à faire partout, mais sans détruire notre modèle social. Parce que certains voudraient qu'on le détruise, qu'on fasse comme les Britanniques, par exemple, où la pauvreté explose. C'est pas le modèle français. Après, Vincent Payon, Bruno Le Roux a affirmé que le gel des primes et des avancements des fonctionnaires est bien sur votre table. Vous savez bien que j'allais vous poser la question, puis c'est corrigé, rétracté. Pourquoi ne pas le reconnaître si c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Pourquoi annoncer des fausses nouvelles? Pourquoi se laisser aller? Demandez-lui. On n'est pas dans on n'est pas dans le concours Lépine des économies, ceci, cela. Tous les matins, on en sort une nouvelle. Laissez le gouvernement travailler, il travaille. S'agissant des fonctionnaires, il y a 15 jours, j'étais à Metz. J'ai présenté mes vœux aux fonctions publiques. État, collectivité locale, hôpital. J'ai adressé un message de soutien et de confiance aux fonctionnaires. Je voyais le titre d'un journal ce matin qui parlait des fonctionnaires, de leur métier, des services publics. Même sur Europe 1, on en a parlé, on a valorisé le travail de contrôle de la qualité alimentaire, par exemple. Ça, ce sont des fonctionnaires qui le font. Donc, rendons hommage à la fonction publique, aux services publics. Et donc, moi, je suis le Premier ministre. Vincent Payon, qui l'ont mal compris. Je suis le Premier ministre qui, avec Marylis Lebranchu, la ministre de la fonction publique, engage des discussions avec les fonctionnaires pour voir comment on peut améliorer leurs perspectives de carrière. Et donc, je ne suis pas favorable à la baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires. La question, elle est très claire. Par contre, ce que je vous demande de regarder, c'est ce que nous avons fait au 1er février sur les feuilles de paie, les catégories C, c'est-à-dire les moins payés, vont voir leur situation s'améliorer. Voilà la politique du gouvernement. Est-ce que vous envisagez de désindexer des prestations sociales de l'inflation, au moins pour une durée provisoire? Mais je ne vous répondrai pas à chaque fois si je dis qu'il n'y a pas de concours Lépine. Le gouvernement travaille, il s'est donné un calendrier et le Parlement sera saisi des propositions au mois d'avril. Donc ça, c'est clair. Ça ne va pas durer très longtemps. On cherche des économies. Ce matin, EDF vient d'annoncer des performances solides dans un environnement difficile. Plus 7,4% de résultats nets.
l'État est à 85% dans EDF. Est-ce que l'État ne pourrait pas alléger, donc vendre des participations Air France, Areva, Orange, parce que 15% d'EDF rapporte au moins 8 milliards. Il n'y a pas de dogme en la matière, monsieur El Kabbach, mais qu'est-ce qu'on fait avec quand on vend des actifs? Qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas en faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour boucher les trous du budget de l'État, hein. Ce n'est pas pour réduire les déficits. Ça, ce n'est pas possible pour des règles comptables. On ne peut que si on vend des actifs, et on en a vendu quelques-uns, dans le cadre de la loi, les utiliser pour réinvestir dans le capital d'une entreprise. Vous pourriez. Donc on peut le faire, mais ce n'est pas ça qui permettra de réduire les déficits. Il n'y a pas d'illusion. Et quant à EDF, le gouvernement n'envisage pas la vente des actions d'EDF. Vous confirmez que vous réduirez les dépenses publiques et vous n'augmenterez pas les impôts. Il faut réduire les dépenses publiques qui ont augmenté de 4% de la richesse nationale sous le gouvernement Sarkozy. Et ça a amélioré quoi pour la France? Ça a dégradé la situation de la France. Donc c'est une obligation de le faire. Aujourd'hui, troisième séance de négociation sur la réforme de l'assurance chômage. Oui. Le MEDEF, encore lui, tape dur et avance 2 propositions. Ouais, je sais. Varier le montant et la durée des indemnités de chômeurs en fonction de la situation. Et pour les inciter à trouver plus vite un travail, vous dites oui, non à ça? Le président de la République a été précis dans sa conférence de presse. Il a dit que ce n'est pas en période de chômage qu'on va dégrader les indemnités chômage. Et quant aux intermittents du spectacle, je déconseille le MEDEF de persévérer dans cette erreur. Donc pas d'alignement sur le régime général. Écoutez, franchement, laissons aussi les partenaires sociaux négocier, puisque c'est leur entière responsabilité, mais pas de casse-cou comme certains le proposent. Dans moins de 2 mois, les municipales, les électeurs vont juger votre gouvernance et votre politique. Bah non, ils vont décider de désigner des maires. Oui, en plus. Ah oui. Mais il y a l'écho national. Oui. D'abord. D'accord, mais que ferez-vous si les résultats sont mauvais pour eux et donc pour vous? Est-ce que ce sera un désaveu? Non, ce ne sera pas un désaveu, c'est un choix de politique municipale. C'est vrai que la gauche est majoritaire, pour la première fois de son histoire, dans toutes les communes de plus de 9000 habitants en France. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Donc sans doute qu'il y aura des pertes. Mais il y aura aussi beaucoup de succès. Il y aura même des conquêtes, j'en suis convaincu. Parce qu'au plan local, on n'a pas envie de confier les responsabilités à n'importe qui. À une droite qui ne sait plus où elle habite, qui court derrière le Front National. Pour quelle politique? Une politique de retour en arrière? Quand on est à Strasbourg, à Nantes, à Rennes ou à Angers, on connaît la politique, on connaît ce que la gauche a apporté comme gestion, comme qualité de vie, comme solidarité. Et donc, au moment du vote, les électeurs se poseront quand même la question, est-ce que d'abord je vote pour lancer un message au gouvernement ou est-ce que je vote pour être sûr que pendant 6 ans, j'aurai un bon maire et une bonne politique municipale? Non, arrêtons de toujours être là. Un jour tout va bien et un jour tout va mal. Non, un peu de sang-froid. Mais avec vous, et surtout venant des attaques de vos amis, c'est pas un jour ça va bien, un jour ça va mal, c'est un jour ça va mal, le lendemain ça va encore plus mal. Non, c'est pas vrai ça. Pardon, mais les attaques. Vous n'êtes pas Nicolas Canteloup, vous n'êtes pas obligé de faire de l'humour. Et pourquoi? Il y a Nicolas Canteloup et il y a Jean-Pierre El Kabbach, chacun son travail. Mais il est capable de faire l'humour. Les attaques viennent des vôtres, monsieur Hérault. Ça arrive. Bon, ça arrive. Ministre et élu qui multiplient les confidences, vous avez vu le point. Le remaniement. Vous vivez de ça. Hein. Non, pas du tout. Moi, je m'en fous de ça. Mais c'est vous ça qui vous amuse tellement. C'est vous qui êtes... Pas du tout. Moi, je pense je parle des à la France et à l'intérêt général. Mais par exemple... ça me rassure. Vous devriez le savoir depuis longtemps. Le remaniement, encore, ça recommence. Mais quand ils disent remaniement, c'est pas pour eux, même les élus, mais pour vous. Dans de telles conditions, est-ce que vous pouvez gouverner? Monsieur El Kabbach, nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, dans une période de reconquête pour la France. Et ça demande, quand on gouverne, beaucoup de sang-froid. Ça demande du courage et ça demande du désintéressement. Et tout ça, je l'ai. Et ça demande du caractère. Et je l'ai aussi, n'en déplaise d'ailleurs à Nicolas Canteloup. Ça m'amuse de vous dire ça. Mais vous savez, les Français n'aiment pas les jeux personnels. N'aiment pas. J'ai beaucoup d'expérience comme vous. Vous dans le journalisme, moi dans la politique. J'étais maire 35 ans, député 26 ans. J'ai vu 2 catégories d'hommes et de femmes politiques. Il y a ceux qui d'abord se consacrent à leur mission, et c'est là-dessus qu'ils créent la confiance dans la durée. Et moi, je suis fier d'avoir été élu longtemps, et d'avoir eu la confiance longtemps de mes électeurs, et en particulier à Nantes et en Loire-Atlantique, mais aussi la confiance des députés socialistes pendant 15 ans à l'Assemblée nationale. Dites-le à vos amis. Et donc, ceux qui ont une autre conception, c'est qu'ils pensent d'abord à eux. Mais c'est vrai moi, aussi je pense au pays, je pense à la France. Le reste, c'est quand même un peu secondaire. Presque tous vos prédécesseurs à Matignon sont passés par là. Oui, quand c'est vrai, le point c'est pour ça que j'ai suffisamment de distance
silence. le point d'aujourd'hui, par il rapport est à tout ça. sous-doué au pouvoir. Est-ce que vous pouvez rester insensible Non. ou est-ce que vous vous dites qui est visé par les sous-doués? Mes élus, mes députés, mon gouvernement, moi-même. Oui, mais je vais quand même pas commenter tous les titres du Point. L'autre jour, c'était les caves se rebiffent. Vous voyez, ils sont à la recherche de scoop, d'images. Moi, je fais du travail sérieux parce que ce que j'ai à faire est sérieux et les Français nous jugent sur le sérieux. Merci. C'est pas essayer de me changer mon image et ma ligne de conduite. Ma ligne de conduite, elle sera toujours sobre, sérieuse, dévouée, Et avec désintéressée. François Merci. Hollande, ça s'est pas Mais ça se passe refroidi. très Ça bien. s'est pas refroidi. Mais comment voulez-vous que ça marche autrement? C'est comme ça. Le reste, je laisse ça aux commentateurs. C'est l'écume des choses. Merci d'être venu. Et des Encore jours. une petite question, Jean-Marc Ayrault. Le Conseil d'État va se prononcer sans doute dans la journée sur le cas de Vincent Lambert. Quel est votre avis, vous, sur ce cas et C'est sur ce qu'il faut faire sur l'euthanasie? Le cas Vincent Lambert, j'ai écouté le médecin de Vincent Lambert sur votre antenne ce matin qui a demandé que le Conseil d'État se prononce sur ce cas-là et pas en général. Et c'est pour le Conseil d'État une lourde responsabilité. Et je crois que pour cette personne et sa famille, c'est un drame. Et je pense que d'autres personnes vivent en France des drames de cette nature. Et alors Alors pour faire évoluer les choses, parce qu'il faudra les faire évoluer peu à peu, ça demandera beaucoup de réflexion et de rigueur. Et c'est pourquoi le président de la République a saisi le Comité national d'éthique qui doit prononcer son avis à la fin du mois février. Et si on doit légiférer, pour améliorer ce qui existe déjà dans la législation, je pense à la loi Leonetti, il faudra le faire avec la recherche du consensus le plus poussé, parce que sur des questions aussi sensibles, qui touchent, je dirais, à l'âme humaine et à la responsabilité la plus profonde, il faut faire comme ça. Et quand on a fait comme ça, on fait avancer les choses. Sur des questions de cette nature, il faut plutôt rechercher le rassemblement que la Et division. vous savez ce que vous Merci. feriez, vous, en pareille circonstance? Vous Tragique. savez, c'est une question que je me pose souvent, qu'on doit tous se poser, qui n'est pas facile. Et je ne veux pas faire la leçon ni dire ce qu'il faut faire. C'est toujours d'une très grande douleur. Et moi, j'ai beaucoup de respect, même si dans la famille de Vincent Lambert, il y a des points de vue différents, mais j'ai beaucoup de respect parce que là, on est au cœur même de la question humaine. Merci Jean-Marc Ayrault d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée.